Ceci est un réseau de neurones artificiels, un des algorithmes d'intelligence artificielle les plus sophistiqués au monde. À l'origine inspiré du fonctionnement des neurones biologiques, cet algorithme est capable d'apprendre à réaliser n'importe quelle tâche. Conduire une voiture, jouer aux échecs, entretenir une conversation, ou encore reconnaître et classer des images telles que ces chiffres que vous voyez en ce moment à l'écran. Dans cette série de vidéos, je vais vous montrer comment créer vous-même ce genre d'algorithme en vous expliquant de façon simple et ludique toutes les équations et concepts mathématiques qui se cachent derrière l'intelligence artificielle. Je vais vous apprendre à programmer des réseaux de neurones entièrement à la main avec NumPy, mais aussi grâce aux librairies TensorFlow et Keras pour qu'à la fin de ces vidéos, vous soyez capable de créer vous-même une application de vision par ordinateur comme celle que vous voyez ici. Je m'appelle Guillaume Saint-Cyr, je suis Data Scientist en Angleterre et je vous souhaite la bienvenue dans cette formation gratuite sur le Deep Learning. Bon, dans cette première vidéo, nous allons commencer en douceur en voyant ensemble ce qu'est le Deep Learning, quelle est sa place dans le monde de l'intelligence artificielle et comment fonctionnent les réseaux de neurones artificiels. Mais avant tout, il y a peut-être des novices qui regardent cette vidéo, c'est pourquoi je vous propose de revoir rapidement les bases du machine learning, histoire de mettre tout le monde au même niveau. Le machine learning est un domaine de l'intelligence artificielle qui consiste à programmer une machine pour que celle-ci apprenne à réaliser des tâches en étudiant des exemples de ces dernières. D'un point de vue mathématique, ces exemples sont représentés par des données que la machine utilise pour développer un modèle. Par exemple, une fonction du type f de x égale ax plus b. Le but du jeu en machine learning, c'est de trouver les paramètres A et B qui donnent le meilleur modèle possible, c'est-à-dire le modèle qui s'ajuste le mieux à nos données. Pour cela, on programme dans la machine un algorithme d'optimisation qui va venir tester différentes valeurs de A et B jusqu'à obtenir la combinaison qui minimise la distance entre le modèle et les points. Et voilà, c'est ça le machine learning. Ça consiste à développer un modèle en se servant d'un algorithme d'optimisation pour minimiser les erreurs entre le modèle et nos données. Tout simplement. Et des modèles, on en compte tout plein, comme les modèles linéaires, les arbres de décision ou encore les support vector machines. Chacun venant avec son algorithme d'optimisation. La descente de gradient pour les modèles linéaires, l'algorithme carte pour les arbres de décision ou encore la marge maximum pour les support vector machines. Maintenant, qu'en est-il du deep learning ? Eh bien, le deep learning est un domaine du machine learning dans lequel, au lieu de développer un des modèles que l'on vient de citer, on développe à la place ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels. Alors, le principe reste exactement le même, c'est-à-dire que l'on fournit à la machine des données et elle utilise un algorithme d'optimisation pour ajuster le modèle à ces données. Mais cette fois-ci, notre modèle n'est pas une simple fonction du type f de x égale ax plus b, mais plutôt un réseau de fonctions connectées les unes aux autres. Un réseau de neurones. On verra dans un instant comment est-ce que ces réseaux sont construits, comment ils fonctionnent, mais ce qu'il faut savoir pour le moment, c'est que plus ces réseaux sont profonds, c'est-à-dire plus ils contiennent de fonctions à l'intérieur, plus la machine est capable d'apprendre à réaliser des tâches complexes, comme reconnaître des objets, identifier une personne sur une photo, conduire une voiture, tout ce genre de choses. Voilà donc pourquoi on parle d'apprentissage profond, c'est-à-dire de deep learning, lorsque l'on développe des réseaux de neurones artificiels. Donc retenez bien qu'en fait, le deep learning est un domaine du machine learning qui repose
sur les mêmes fondations que celui-ci, et que le machine learning est lui-même un domaine de l'intelligence artificielle. Voilà, maintenant qu'on a bien posé les bases, je vous propose de commencer notre voyage dans le monde des réseaux de neurones artificiels. Pour bien comprendre le fonctionnement des réseaux de neurones artificiels, je voudrais revenir à l'origine de leur histoire. Vous raconter comment ils ont été inventés et quelles furent leurs évolutions à travers le temps pour en arriver à la technologie que nous connaissons aujourd'hui. Cela va vous permettre de mieux comprendre et de mieux retenir leur fonctionnement, mais également d'enrichir votre culture générale avec quelques anecdotes intéressantes sur l'intelligence artificielle. Les premiers réseaux de neurones ont donc été inventés en 1943 par deux mathématiciens et neuroscientifiques du nom de Warren McCulloch et Walter Pitts. Dans leur article scientifique intitulé A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity, ils expliquent comment ils ont pu programmer des neurones artificiels en s'inspirant du fonctionnement des neurones biologiques. Rappelons-le, en biologie, les neurones sont des cellules excitables, connectées les unes aux autres et ayant pour rôle de transmettre des informations dans notre système nerveux. Chaque neurone est composé de plusieurs dendrites, d'un corps cellulaire et d'un axone. Les dendrites sont en quelque sorte les portes d'entrée d'un neurone. C'est à cet endroit, au niveau de la synapse, que le neurone reçoit des signaux lui provenant des neurones qui le précèdent. Ces signaux peuvent être de type excitateur ou à l'inverse, inhibiteur. Un peu comme si nous avions des signaux qui valent plus 1 et d'autres qui valent moins 1. Lorsque la somme de ces signaux dépasse un certain seuil, le neurone s'active et produit alors un signal électrique. Ce signal circule le long de l'axone en direction des terminaisons pour être envoyé à son tour vers d'autres neurones de notre système nerveux. Neurones qui fonctionneront exactement de la même manière. Voilà en gros le fonctionnement d'un neurone. Ce que Warren McCulloch et Walter Pitts ont essayé de faire, c'est de modéliser ce fonctionnement en considérant qu'un neurone pouvait être représenté par une fonction de transfert qui prend en entrée des signaux X et qui retourne une sortie Y. À l'intérieur de cette fonction, on trouve deux grandes étapes. La première, c'est une étape d'agrégation. On fait la somme de toutes les entrées du neurone en multipliant au passage chaque entrée par un coefficient W. Ce coefficient représente en fait l'activité synaptique, c'est-à-dire le fait que le signal soit excitateur, auquel cas W vaut plus 1, ou bien inhibiteur, auquel cas il vaut moins 1. Dans cette phase d'agrégation, on obtient donc une expression de la forme W1x1 plus W2x2 plus W3x3, etc., etc. Une fois cette étape réalisée, on passe à la phase d'activation. On regarde le résultat du calcul effectué précédemment, et si celui-ci dépasse un certain seuil, en général 0, alors le neurone s'active et retourne une sortie Y égale à 1, sinon, bien il reste à 0. Voilà donc comment Warren McCulloch et Walter Pitts ont réussi à développer les premiers neurones artificiels, plus tard renommés Threshold Logic Unit. Ce nom vient du fait qu'à l'origine, leur modèle n'était conçu que pour traiter des entrées logiques, qui valent soit 0 ou 1. Ils ont pu démontrer qu'avec ce modèle, il était possible de reproduire certaines fonctions logiques, telles que la porte AND et la porte OR. Ils ont également démontré qu'en connectant plusieurs de ces fonctions les unes aux autres, un petit peu à la manière des neurones de notre cerveau, alors il serait possible de résoudre n'importe quel problème de logique booléenne. Forcément, suite à cette annonce, il y eut un engouement démesuré pour l'intelligence artificielle. Certaines personnes pensaient même qu'en quelques années, nous serions capables de développer des intelligences artificielles capables de remplacer complètement les êtres humains. Bien sûr, il n'en fut rien,
Car même si ce modèle pose les bases de ce qu'est encore aujourd'hui le deep learning, eh bien, il contient un certain nombre de failles, notamment le fait qu'il ne dispose pas d'algorithme d'apprentissage, et qu'il faut donc trouver nous-mêmes les valeurs des paramètres W si l'on désire s'en servir pour des applications du monde réel. Heureusement, une quinzaine d'années plus tard, en 1957, un psychologue américain trouva comment améliorer ce modèle en proposant le premier algorithme d'apprentissage de l'histoire du deep learning. Ce monsieur, vous en avez peut-être déjà entendu parler, il s'agit de Frank Rosenblatt, l'inventeur du perceptron. Le modèle du perceptron ressemble en fait de très près à celui que nous venons d'étudier. Il s'agit d'un neurone artificiel qui s'active lorsque la somme pondérée de ses entrées dépasse un certain seuil, en général 0. Mais avec ça, le perceptron dispose également d'un algorithme d'apprentissage lui permettant de trouver les valeurs de ses paramètres W afin d'obtenir les sorties Y qui nous conviennent. Pour développer cet algorithme, Frank Rosenblatt s'est inspiré de la théorie de Hebb. Cette théorie suggère que lorsque deux neurones biologiques sont excités conjointement, alors ils renforcent leur lien synaptique, c'est-à-dire qu'ils renforcent les connexions qui les unissent. En neurosciences, c'est ce qu'on appelle la plasticité synaptique, et c'est ce qui permet à notre cerveau de construire sa mémoire, d'apprendre de nouvelles choses ou encore de faire de nouvelles associations. Donc, à partir de cette idée, Frank Rosenblatt a développé un algorithme d'apprentissage qui consiste à entraîner un neurone artificiel sur des données de référence X, Y, pour que celui-ci renforce ses paramètres W à chaque fois qu'une entrée X est activée en même temps que la sortie Y présente dans ces données. Pour ça, il a imaginé la formule suivante, dans laquelle les paramètres W sont mis à jour en calculant la différence entre la sortie de référence et la sortie produite par le neurone, et en multipliant cette différence par la valeur de chaque entrée X, ainsi que par un pas d'apprentissage positif. De cette manière, si notre neurone produit une sortie différente de celle qu'il est censé produire, par exemple s'il nous sort y égale 0 alors qu'on voudrait avoir y égale 1, alors notre formule nous donnera w égale w plus alpha x. Donc pour les entrées x qui valent 1, le coefficient w se verra augmenté d'un petit pas alpha, il sera renforcé pour reprendre les termes de la théorie de Hebb, ce qui provoquera une augmentation de la fonction w1x1 plus w2x2 et qui rapprochera donc notre neurone de son seuil d'activation. Aussi longtemps que l'on sera en dessous de ce seuil, c'est-à-dire aussi longtemps que le neurone produira une mauvaise sortie, alors le coefficient w continuera d'augmenter grâce à notre formule, jusqu'au moment où y_true vaudra y, et à ce moment-là, notre formule donnera w égale w plus 0, ce qui fait que nos paramètres arrêteront d'évoluer. Et voilà, c'est ainsi que Frank Rosenblatt a développé le premier algorithme d'apprentissage de l'histoire du deep learning. Suite à cette invention, il y eut à nouveau un engouement démesuré pour l'intelligence artificielle. On pensait que grâce au perceptron, il serait possible de construire des machines capables de lire, de parler, de marcher, et même d'avoir une conscience. Le truc de fou, quoi. Mais tout cet engouement s'effondra quelques années plus tard, lorsqu'on se rendit compte que ces promesses ne pourraient être tenues, en partie parce que le perceptron est un modèle linéaire, comme on le verra dans un instant. On connut alors le premier hiver de l'intelligence artificielle, de 1974 à 1980, période durant laquelle il n'y eut quasiment plus d'investisseurs pour financer les recherches en IA. L'intelligence artificielle était sur le point de mourir. Heureusement,
tout changea dans les années 80 lorsque Jeffrey Hinton, un des pères du deep learning, développa le perceptron multicouche, le premier véritable réseau de neurones artificiels. Comme je vous l'ai dit à l'instant, le perceptron est en fait un modèle linéaire. En effet, si l'on trace la représentation graphique de sa fonction d'agrégation f de x1, x2 égale w1x1 plus w2x2, on obtient alors une droite dont l'inclinaison dépend des paramètres w et dont la position peut être modifiée à l'aide d'un petit paramètre complémentaire qu'on appelle le biais. Alors avec cette droite, on peut faire des choses géniales comme par exemple séparer deux classes de points, puisque grâce à notre fonction d'activation, tout ce qui sera au-dessus de cette droite donnera une sortie y égale 1, et tout ce qui sera en dessous donnera y égale 0. Le seul ennui, c'est qu'une grande partie des phénomènes de notre univers ne sont pas des phénomènes linéaires. Et dans ces conditions, le perceptron à lui seul n'est pas très utile. Mais rappelez-vous l'idée de McCulloch et Pitts. En connectant ensemble plusieurs neurones, il est possible de résoudre des problèmes plus complexes qu'avec un seul. Voyons donc ce qu'il se passe si l'on connecte par exemple 3 perceptrons ensemble. Les deux premiers reçoivent chacun les entrées x1 et x2, ils font leur petit calcul en fonction de leurs paramètres, et retournent une sortie y qu'ils envoient à leur tour vers le troisième perceptron, qui va lui aussi faire ses petits calculs pour produire une sortie finale. Eh bien, si on trace la représentation graphique de la sortie finale en fonction des entrées x1, x2, on obtient cette fois-ci un modèle non linéaire qui est bien plus intéressant. Avec cet exemple, vous avez là votre premier réseau de neurones artificiels. 3 neurones répartis en 2 couches, une couche d'entrée et une couche de sortie, c'est ce qu'on appelle un perceptron multicouche. Et des couches et des neurones, bien vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Vous pouvez en mettre 2, 3, 4, 10, pourquoi pas même 100. Plus vous en mettrez, plus le résultat à la sortie sera complexe et intéressant. Cependant, une question subsiste. Comment entraîner un tel réseau de neurones pour qu'il fasse ce qu'on lui demande de faire? C'est-à-dire, comment trouver les valeurs de tous ces paramètres W et B de façon à obtenir un bon modèle? Eh bien, la solution est d'utiliser une technique appelée backpropagation, qui consiste à déterminer comment la sortie du réseau varie en fonction des paramètres présents dans chaque couche du modèle. Pour ça, on calcule une chaîne de gradients indiquant comment la sortie varie en fonction de la dernière couche, puis comment la dernière couche varie en fonction de l'avant-dernière, puis comment l'avant-dernière varie en fonction de l'avant-avant-dernière, etc., etc., jusqu'à arriver à la toute première couche de notre réseau. C'est une backpropagation, une propagation vers l'arrière. Avec ces informations, ces gradients, on peut alors mettre à jour les paramètres de chaque couche, de telle sorte à ce qu'ils minimisent l'erreur entre la sortie du modèle et la réponse attendue, la fameuse valeur Y-true. Et pour ça, on utilise une formule très proche de celle de Frank Rosenblatt, c'est la formule de la descente de gradient dont nous parlerons plus en détail dans les prochaines vidéos. En résumé, pour développer et entraîner des réseaux de neurones artificiels, on répète en boucle les 4 étapes suivantes. La première étape, c'est l'étape de forward propagation. On fait circuler les données de la première couche jusqu'à la dernière afin de produire une sortie Y. La deuxième étape, c'est de calculer l'erreur entre cette sortie et la sortie de référence Y-true que l'on désire avoir. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle une fonction coût, ou bien cost function en anglais. Ensuite,
La troisième étape, c'est celle de la backpropagation. On mesure comment cette fonction coût varie par rapport à chaque couche de notre modèle, en partant de la dernière et en remontant jusqu'à la toute première. Et pour finir, la quatrième et dernière étape, c'est de corriger chaque paramètre du modèle grâce à l'algorithme de la descente de gradient avant de reboucler vers la première étape, celle de la forward propagation, pour recommencer un cycle d'entraînement. Je sais que ça peut faire beaucoup d'informations vues comme ça, mais surtout, ne vous en faites pas, on va vraiment voir tout ça en détail, bien calmement, dans les prochaines vidéos. Là, c'est juste une petite vidéo d'introduction, et à ce propos, il est temps qu'on finisse notre histoire sur les réseaux de neurones artificiels. Au fil du temps, le modèle du perceptron multicouche continua d'évoluer, notamment avec l'apparition de nouvelles fonctions d'activation, telles que la fonction logistique, la fonction tangente hyperbolique, ou encore la fonction Rectified Linear Unit. Ces fonctions ont aujourd'hui totalement remplacé la fonction Heaviside que l'on a vue jusqu'à présent, car elles offrent en fait de bien meilleures performances. Dans les années 90, on commença à développer les premières variantes du perceptron multicouche. Le célèbre Yann LeCun inventa les premiers réseaux de neurones convolutifs, réseaux qui sont capables de reconnaître et de traiter des images, en introduisant au début de ces réseaux des filtres mathématiques qu'on appelle convolution et pooling. On en parlera plus tard dans cette formation. C'est également durant ces années que l'on a vu apparaître les premiers réseaux de neurones récurrents, qui sont encore une fois une variante du perceptron multicouche et qui permettent de traiter efficacement des problèmes de série temporelle comme la lecture de texte ou encore la reconnaissance vocale. Alors, vous allez peut-être vous demander, mais si tout ça existait déjà dans les années 90, pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de voir émerger les technologies qu'on a aujourd'hui? Eh bien, il y a deux grandes raisons à cela. La première, c'est que pour bien fonctionner, un réseau de neurones doit être entraîné sur une très grosse quantité de données, dépassant parfois les millions, voire les dizaines de millions de données. Or, dans les années 90, on ne disposait pas d'autant de données. On n'avait pas des millions, voire des dizaines de millions de photos de chiens, de chats, de voitures, de piétons, toutes bien classées et bien répertoriées. Non. Il a fallu attendre l'arrivée d'Internet, des smartphones et des objets connectés pour commencer à collecter de grosses quantités de données, d'images et de sons pouvant être exploitées pour le deep learning. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle il a fallu attendre si longtemps avant de pouvoir réellement utiliser des réseaux de neurones, c'est parce que la puissance des ordinateurs des années 80-90 ne le permettait tout simplement pas. Et oui, parce qu'on le verra dans cette série de vidéos, entraîner un réseau de neurones, ça demande pas mal de temps et pas mal de puissance. Et il a fallu attendre qu'on dispose d'excellents CPU et GPU pour enfin obtenir de bons résultats. En fait, le deep learning n'a réellement pris son envol qu'en 2012, lors d'une compétition de vision par ordinateur nommée ImageNet, où une équipe de chercheurs menée par Geoffrey Hinton développa un réseau de neurones capable de reconnaître n'importe quelle image avec une meilleure performance que tous les autres algorithmes de l'époque. Depuis ce jour, tout le monde ne parle plus que de machine learning et de deep learning. On vante sans arrêt les mérites de ces technologies, en allant même parfois un peu trop loin. Par exemple, quand on dit que les réseaux de neurones, ça fonctionne comme le cerveau humain. Eh bien non, c'est complètement faux. Aujourd'hui, on sait pertinemment que le cerveau humain est beaucoup plus complexe et beaucoup plus sophistiqué que le modèle du perceptron ou le perceptron multicouche. Et comme le dit Yann LeCun, comparer un réseau de neurones à un cerveau humain, c'est un petit peu comme comparer un avion à un oiseau. On s'est peut-être inspiré de ce qu'on a vu dans la nature au tout début pour faire les premiers croquis, mais c'est pas pour autant que les avions volent en battant des ailes.
Non, derrière tout ça, ce sont des mathématiques, de l'algèbre linéaire, du calcul différentiel, toute une mécanique bien huilée qu'on va justement découvrir ensemble dans cette formation. Et en parlant de ça, il est temps de conclure cette vidéo en vous montrant le programme que l'on va suivre tout au long de cette série. Bon, j'espère que vous avez apprécié l'histoire que je vous ai racontée sur l'origine et l'évolution du Deep Learning. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à la mettre en avant avec un petit pouce bleu. Moi-même, ça va m'aider à savoir si j'ai fait du bon boulot. Maintenant, il est temps de découvrir le programme de cette formation et vous allez voir, il suit tout naturellement l'histoire que j'ai pu vous raconter. Pour commencer, on va étudier ensemble le modèle du perceptron simple. Comment écrire et comprendre ses formules mathématiques, comment calculer sa performance grâce à la fonction coût qu'on appelle erreur logistique, et comment entraîner ce modèle avec une descente de gradient. À ce stade, je vous montrerai comment programmer tout ça en utilisant uniquement des matrices ainsi que NumPy. Ensuite, nous verrons ce qu'il se passe lorsqu'on rajoute un deuxième perceptron à côté du premier, puis également un troisième, le tout formant notre premier réseau de neurones. On verra alors comment programmer l'étape de forward propagation, puis celle de back propagation. Et chose très importante, je ferai à la main tous les calculs et démonstrations mathématiques qui mènent aux formules des différents gradients de la backpropagation. Je vous assure, ça va être ultra cool de faire ça, et je vais faire en sorte que tout le monde puisse comprendre ce que j'écrirai. Ensuite, au fur et à mesure des vidéos, on continuera d'ajouter des neurones et des couches dans nos réseaux, en complétant à chaque fois le code qu'on aura écrit dans les vidéos précédentes. Vous verrez que finalement, une fois qu'on a bien posé les bases, eh bien, on peut créer n'importe quel réseau de neurones sans avoir à vraiment modifier son code, ce qui est plutôt cool. À partir de là, je vous montrerai également comment améliorer vos réseaux avec d'autres fonctions d'activation, comme la fonction tangente hyperbolique, Rectified Linear Unit, ou encore la fonction Softmax. Et une fois qu'on aura fait tout ça, il sera enfin temps de découvrir la librairie TensorFlow. Je vous expliquerai comment fonctionne ce framework, ce qu'on trouve à l'intérieur, et comment développer facilement des réseaux de neurones grâce à sa librairie Keras. On commencera alors à faire de vrais projets, comme des projets de vision par ordinateur, où je vous montrerai comment développer des applications telles que celles que vous voyez à l'écran. Et ben voilà, j'espère que ce programme vous plaît, et vous pouvez me croire, avec tout ça, vous serez calé en Deep Learning. Alors, bien sûr, il faudra quand même pratiquer derrière, mais vous en faites pas, je serai là pour vous aider et pour vous motiver. Car à la fin de chaque vidéo, je vous proposerai un exercice avec, dans la vidéo suivante, le corrigé de cet exercice. Je vous assure que c'est ultra important pour vous de faire ces exercices, mais aussi de trouver d'autres projets sur Kaggle ou sur d'autres sites Internet. Et d'ailleurs, à ce titre, si vous avez des idées de projets, des envies particulières, si vous avez des objectifs, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Comme ça, je pourrai en prendre conscience et je pourrai m'adapter à ces objectifs à l'avenir avec des nouvelles vidéos faites spécialement pour vous. Comme vous le savez, ça fait 2 ans que je suis sur cette chaîne YouTube et je réponds absolument à tous les commentaires. C'est comme ça me fait ultra plaisir d'avoir cette connexion avec les gens, donc profitez-en, voilà. Et d'ailleurs, si vous venez d'arriver, si vous découvrez cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pour rencontrer le reste de la communauté, parce que je dois bien l'avouer, il y a des gens formidables dans cette communauté. Il y a des gens, mais vraiment incroyables. Vraiment, profitez-en, allez sur le Discord, posez vos questions, développez votre réseau. Et au passage, on profite juste
pour remercier du fond du cœur tous ces gens. Vraiment, on est avec des gens géniaux. Bref, sinon, vous pouvez également vous rendre sur mon site internet machinelearnia.com, sur lequel vous pouvez trouver beaucoup de contenus supplémentaires, ainsi que des formations gratuites. Également, sur ma page Tipeee, vous pouvez me soutenir avec un don de 5 €. Ça aide beaucoup le développement de la chaîne, les projets, le matériel. Et en bonus, je vous donne à chaque fois du contenu exclusif, des tutos, des leçons, des cours, des vidéos qui ne sont disponibles que sur Tipeee. Donc, merci à tous ceux qui me soutiennent. Encore une fois, je les remercie. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes aussi motivés que moi dans cette nouvelle aventure. Si c'est le cas, eh bien, merci de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite!